et bienvenue dans Choose Social TV, l'émission qui donne des couleurs au S de la RSE. Je suis très heureux aujourd'hui, je reçois Jimmy Jollois. Jimmy, vous êtes Bonjour. associé du cabinet Muse Partner. C'est ça. Qu'est-ce que c'est Muse Partner? Alors Muse Partners, c'est un cabinet de conseil en performance opérationnelle. On est 220 consultants basés en France, en Allemagne. Et voilà, notre métier, c'est de travailler sur l'amélioration de l'industrie, sur les métiers de la R&D, de la production et de la supply chain. Alors quel regard vous portez sur l'industrie? C'est l'industrie en Europe essentiellement L'industrie que vous européenne, ouais, accompagnez. tout à fait. Vous observez ce secteur depuis un petit moment. Quels sont les grands enjeux de développement auxquels est confrontée l'industrie européenne? Alors c'est vrai que les enjeux, il y a des nouveaux enjeux depuis quelques années. Nous, on en voit quatre. On a un premier enjeu qui est un enjeu de réindustrialisation, donc, qui est en tout cas très fort pour la France, peut-être un peu différent en fonction des pays en Europe. Il y a eu une grosse désindustrialisation dans les dernières décennies, donc il y a un gros déficit sur ce sujet-là. Il y a un deuxième enjeu. C'était un mouvement qui était engagé déjà avant le Covid ou ça s'est très fortement accéléré depuis? Non, Depuis combien de temps on réindustrialise? depuis 5 ans. Enfin, je pense que c'était même Montebourg qui avait commencé à parler un peu et à Ouais. promouvoir le Made in France, etc. Donc voilà, ça démarre jamais complètement avec une crise, mais les crises ont un effet d'accélération et de prise de conscience qui permettent vraiment d'aller plus vite. Mais il y avait déjà des prémices en fait sur ces sujets-là. Je disais deuxième Ouais. enjeu, plutôt un enjeu de souveraineté, alors qui est lié aussi à la réindustrialisation, mais pas que. Et souveraineté sur des secteurs qui sont critiques. Donc ça, pour le coup, le Covid nous a montré que la souveraineté était essentielle, en tout cas pour la sécurité, la défense, pour l'agroalimentaire, pour l'énergie. Ça, on le voit aussi avec le conflit en Ukraine. Et voilà. Et donc, deuxième enjeu fort sur la souveraineté. On a un troisième enjeu autour de l'innovation. Donc, arriver à faire en sorte que l'industrie se réinvente, innove à travers ses produits, ses services, la façon dont elle opère. Par exemple, vous avez des exemples d'industries innovantes ou de procédés ou de produits que vous accompagnez On a un de nos clients dont le concept est un concept on va dire circulaire, de fabrication de nourriture pour animaux à partir de larves d'insectes. D'accord. Voilà. C'est bon? J'en sais rien, mais pour les animaux, ça a Oui, l'air c'est vrai que ça a c'est l'air pour les d'être bon. animaux, pardon. Je pensais aux barres, les barres, ok. Énergétiques avec insectes. Parce que ça fonctionne, ça aussi. Et quatrième enjeu, Et le pardon. quatrième enjeu, qui est un enjeu environnemental autour de la décarbonation. Alors, il y a d'autres axes que la décarbonation sur la partie environnementale, mais c'est aujourd'hui, chez les industriels, le grand thème d'amélioration et qui va nous occuper pour quelques décennies avant d'arriver à une neutralité carbone. On en est loin. Vous jugez comment les efforts et les innovations sur le sujet? Alors, on est au tout début de l'aventure. Par contre, moi, ma perception, c'est que les industriels ont une réelle prise de conscience et prennent vraiment le sujet par les cordes, quoi. Et on a à la fois une pression gouvernementale, une pression du marché, des consommateurs. Donc c'est plus du tout une question de s'afficher ou de montrer des bonnes intentions. Il y a une réelle volonté chez tous nos industriels de repenser complètement leurs produits, la façon dont ils les fabriquent, leur chaîne de fournisseurs, leur chaîne d'approvisionnement, pour avoir une neutralité carbone à un horizon à 10-30 ans en fonction du type d'industrie. La plupart des industries se fixent cette neutralité à, c'est quoi, 2030, 2050? Il y a un gros premier palier à 2030 et un deuxième à 2050. Il y a des contraintes légales sur ces sujets de décarbonation? Ouais, il y a pas mal, il y a pas mal de lois qui passent sur ces sujets-là, et c'est des deux grands jalons pour les industriels. Donc vous les accompagnez sur ces quatre grands enjeux? On les accompagne à définir, en effet, à la fois identifier les leviers de progrès, parfois de la sensibilisation aussi, expliquer c'est quoi la neutralité carbone, parce que les produits sont conçus avec des matières premières. Donc pour avoir ces matières premières, on a forcément un bilan carbone qui est négatif. Ensuite, il faut fabriquer le produit, et ensuite le produit vit jusqu'à sa fin de vie. Et donc toute cette chaîne-là, en fait, produit des gaz à effet de serre. Et donc on a une réflexion globale sur l'ensemble de la chaîne, de quelle matière on source où, comment on conçoit nos produits, comment nos produits, lorsqu'ils sont en utilisation, peuvent consommer le moins possible,
Et puis après, est-ce qu'on ne peut pas réutiliser le produit pour en faire autre chose une fois il n'est plus en service. Donc ça, c'est des enjeux assez positifs finalement, socialement ou même écologiquement. Ouais, ouais, complètement, Parce qu'on ouais. avait plus tendance à voir l'industrie partir ou voir polluer. Là, on a l'impression que c'est plutôt même le contraire qui est en train de se passer. Bah, Elle ouais. revient, recrée des emplois et elle pollue moins. Du coup, est-ce que chez Muse Partner, ça modifie les profils, les personnes, les appétences, les projets sur lesquels vous pouvez mettre ou ne Ouais. pas mettre certains consultants désormais? Bah, c'est une très bonne question. Je, alors, je sais pas si notre situation est différente finalement des industriels, mais aujourd'hui, je pense que dans la majeure partie des employés, il y a une réelle attente de sens et de faire quelque chose qui contribue à un monde plus responsable et voilà, plus en ligne avec les challenges qu'on a aujourd'hui. Donc on a les mêmes profils qu'avant. Voilà, ce sont des consultants voilà, qui viennent d'écoles d'ingénieurs, qui viennent d'universités, qui viennent d'écoles de commerce, mais qui par contre ont des attentes beaucoup plus fortes, beaucoup plus affirmées, et qui transigent beaucoup moins avec ce qu'ils veulent faire et ce qui se passe dans leur vie. Donc, il y en a qui peuvent vous dire, non, non, t'es gentil, mais alors ce projet-là, non, ça m'intéresse pas, je vais pas le prendre Oui, parce que il a pas assez de sens, parce qu'il va peut-être pas assez décarboner. alors c'est vraiment un dialogue ouais. qui se met en œuvre, qui existait beaucoup moins il y a 15-20 ans dans le monde du conseil, mais avec une meilleure compréhension de ce que le consultant va attendre. Et puis les attentes de chacun sont aussi parfois différentes. Donc voilà, il n'y a pas de vérité absolue d'une mission qui plairait à tout le monde. Donc il y a un dialogue individualisé qui se met en place. Et ensuite, il y a une recherche de court terme sur le staffing de mission pour pouvoir répondre à ces attentes-là. Et puis surtout, plutôt à moyen long terme, nous, d'orientation dans notre cabinet vers ces missions qui ont le plus de sens, quitte à ne plus faire des choses qu'on faisait dans le passé, mais qui aujourd'hui n'a plus vraiment d'intérêt par rapport à notre raison d'être et puis par rapport aux attentes de nos équipes. Ça vous est déjà arrivé de mettre un no-go sur un projet où un industriel vous dit accompagne-moi là-dessus, mais non, désolé, on va pas le faire, c'est pas notre raison d'être, ou on n'a pas de consultants qui vont, qui vont vouloir le travailler. Oui, oui, C'est déjà arrivé? de plus en plus sur des missions d'accompagnement un peu génériques, sur des programmes de transformation voilà, qui ne répondraient pas forcément aux critères dont on vient de parler. Il nous arrive de dire à nos clients, alors soit qu'on n'a pas de consultant, c'est la version un peu politique de lui dire qu'on n'a pas envie de le faire. Mais voilà, moi je sais qu'avec certains de mes clients, je commence à dire que ces projets-là vont pas forcément hyper intéresser les consultants, donc on peut les staffer, mais avec un risque que les consultants rapidement se lassent et aient envie de changer et voire démissionnent si c'est pas le cas. Donc ça, c'est sur finalement leur impact et la finalité de ce qu'ils font pour contribuer donc, avec des projets qui ont du sens. Et puis vous avez des actions aussi internes, alors toute une gamme de Atmuse. Atmuse, c'est J'ai noté. notre façon de nommer nos Ouais. chantiers en interne. Donc Ouais. Green Atmuse, Solidarité Atmuse, We Human aussi. Vous Oui, pouvez nous dire un petit Atmuse. mot peut-être Ouais, tout à fait. sur ces sujets-là? Alors je pense qu'un des points marquants déjà, avant de rentrer dans le détail, c'est que ces initiatives-là sont nées par l'initiative de nos consultants en fait. C'est eux qui ont pris l'initiative de se dire on a envie de faire des achats plus responsables, on a envie de contribuer aussi nous à aider des personnes et nous ont permis de prendre conscience de certaines choses chez nous qu'il fallait changer. Parce que je précise, ils ont 2 jours par mois. Exactement. C'est ça qui sont donc hors staffing, qui sont dédiés à des projets transverses, c'est ça, ou d'amélioration de projets pour Muse Partner. Alors dédié ce temps-là. Dans les plans de charge des consultants, là, ils ont une liberté de pouvoir prendre ou pas 2 jours pour pouvoir en effet travailler sur des chantiers internes, ce qu'on appelle nous chantiers internes, et qui peut être soit dédié à des offres ou à des points de vue, mais soit à des choses qui sont plus liées à notre fonctionnement et à la façon dont Et donc c'est dans ce cadre-là qu'ils ont eu ces idées, ces initiatives Atmuse. Exactement, ouais. Donc, donc ces trois initiatives-là, donc il y en a une qui est vraiment basée autour de la solidarité, donc c'est à travers des collectes de livres, de produits d'hygiène, à travers des missions pro bono pour la Croix-Rouge ou d'autres organismes
Voilà, donc à travers des actions comme ça, sur Solidarity at News. Sur Green at News, c'est beaucoup de sensibilisation, beaucoup d'explications, parce qu'il y a beaucoup de croyances. On fait aussi des petits challenges, type Ma Petite Planète. Voilà, donc c'est beaucoup de croyances, c'est-à-dire c'est en interne ou c'est de l'éducation, de la sensibilisation pour mieux comprendre les enjeux aujourd'hui. Envers quel public? Nous, en interne, vraiment en interne. Okay. Voilà, donc il y a une lettre verte qui existe chez nous, voilà, qui explique quand on consomme de la viande, qu'est-ce que ça veut dire, quel est le bilan de carbone de ce qu'on consomme, quelles sont les alternatives à ça. Voilà, donc on a pas mal de choses autour de ça, pas mal de conférences, et puis aussi des petites actions comme s'assurer qu'il n'y ait plus de bouteilles plastiques chez nous, qu'il y ait un recyclage beaucoup plus fort des déchets que ce qu'on pouvait faire avant, etc. Qui a été à l'initiative aussi de la renégociation de notre contrat d'énergie pour avoir des énergies bio, etc. Et puis We Human. Et We Human. C'était les sujets d'identité de genre, homme-femme. Alors d'inclusion, d'égalité homme-femme. Donc là aussi, les premières étapes, c'est beaucoup de sensibilisation, beaucoup de compréhension du contexte. C'est aussi la mise en place d'indicateurs pour aussi mieux comprendre où on se situe aujourd'hui. De quel type? Ne serait-ce que de dire voilà combien d'hommes, combien de femmes on a, de vérifier que les salaires sont bien similaires. Vous êtes bon? Sur notre, alors on est bon, je sais pas dire si on est bon d'un point de vue salaire équité, je pense que oui. Par contre, on a aujourd'hui 25% de femmes chez nous. D'accord. Et nous, on s'est donné de l'objectif collectivement d'être à 40% à 2028. Qu'est-ce qui freine encore pour que vous soyez à 40-50% de femmes chez vous? Il y a deux grands facteurs. Le premier, c'est qu'on a une grande population d'ingénieurs, et les ingénieurs sont traditionnellement plus hommes que femmes. En sortie d'école? En sortie d'école, ouais. Donc il y a 25% à peu près d'ingénieurs femmes, toutes écoles d'ingénieurs confondues. Mais en tout cas, notre position, c'est que ça ne doit pas être une excuse et ça ne doit pas être une raison. Et donc voilà, mais ça reste un fait que le vivier d'ingénieurs femmes est plus limité. Et la deuxième raison que l'on voit, mais qui commence finalement à sortir d'une logique de homme-femme, c'est la parentalité. Le monde du conseil est exigeant, il y a pas mal de déplacements, pas mal de travail chez le client, et en général la parentalité coïncide d'une remise en question de qu'est-ce que je veux faire, quelle est ma carrière, où est-ce que je veux travailler, et en général on a pas mal de personnes qui changent de carrière, qui changent d'orientation à l'âge de 30 ans, à un âge de manager, au bout de 5-6 ans de carrière. C'est quoi? C'est le télétravail qui permet de réduire ces déplacements? C'est le fait que les hommes, eux aussi, élèvent leurs enfants? Qu'est-ce qui fait que ça change justement sur cette contrainte-là? Ce qui est clair, c'est que maintenant, ce qui était... J'aime pas trop les clichés ou les généralités, mais ce qui était très féminin comme raisonnement avant, l'est maintenant pour tout le monde. C'est-à-dire quand on a des enfants, on a envie de s'occuper des enfants, on a envie d'être avec eux, on a envie de les voir grandir. Et donc plus personne n'a envie de sacrifier sa vie de famille entre guillemets pour sa carrière, donc il faut concilier les deux. Donc là-dessus il y a une ouverture, et après les pistes qu'on étudie, c'est des façons de travailler différentes, c'est des adaptations de mode de travail, d'horaire, de temps partiel. Et puis aussi un travail énorme sur le staffing en fait, c'est-à-dire que ne pas affecter quelqu'un qui vient d'être parent, ne pas affecter une mission qui est loin ou qui nécessite des déplacements. Donc voilà, il y a une prise en compte du contexte individuel qui est de plus en plus fort dans le choix des missions pour nos consultants. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci.